Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui on va parler de la jeunesse. Depuis plusieurs mois, une mobilisation des jeunes sur les sujets environnementaux émerge en France, rejoignant ainsi le mouvement mondial. Les lycéens et les étudiants voient le futur se dérober sous leurs yeux. Ils choisissent de faire grève, de s'organiser en collectif, d'écrire des tribunes. Ils occupent l'espace public pour que l'inaction cesse face à la destruction du vivant, au dérèglement climatique et à la montée des inégalités. On grandit dans ce système économique et on a l'impression que c'est la seule hypothèse viable. L'idée, c'était aussi de dire que on peut construire autre chose si on en a envie. Le mot décroissance, on nous a souvent renvoyé le fait que c'était très idéologique. Et du coup, ça montre qu'il y a peut-être un manque de réflexivité par rapport à ce qui nous est enseigné, qui est aussi idéologique. Ces jeunes adultes, ces générations présentes, ont une conscience aiguë de l'urgence écologique et font le constat de l'inadéquation entre leurs convictions et le monde qu'on leur propose. Le manifeste étudiant pour un réveil écologique, lancé en septembre 2018 par des étudiants de grandes écoles, a recueilli près de 30 000 signatures. Il décrit l'incompatibilité des emplois qui sont proposés à ces jeunes avec le fruit de leur réflexion. Il vise à interpeller les entreprises pour qu'elles intègrent réellement les enjeux écologiques, au-delà du greenwashing et des jolis rapports de RSE. J'ai échangé avec Corentin, Vinciane, Marie et Marin, 4 des étudiants en quête de sens à l'initiative du manifeste. Du côté de l'enseignement supérieur, force est de constater que la présence des enjeux liés à l'énergie et au climat n'est pas à la hauteur, mais que des pistes d'action existent. C'est ce qu'on verra avec Marion Berthaud et Clémence Voreux du Shift Project, qui ont coordonné le rapport « Mobiliser l'enseignement supérieur pour la transition énergétique ». Donc l'enseignement supérieur et l'enseignement en général aussi doit désormais s'adapter et dépasser le simple rôle qu'elle a tendance à se donner de rendre des étudiants employables pour simplement les mettre sur le marché du travail, mais produire une population qui doit être au service d'un projet de société et qui doit donc répondre à ces défis. On échangera aussi avec Léa, Solène et Florian, 3 étudiants en urbanisme à Sciences Po, membres du collectif Ville et Décroissance, qui s'efforcent d'ouvrir un débat critique et de pallier les manques de leur formation. Bon, on n'est pas naïf, on sait bien que c'est pas juste en changeant la maquette pédagogique de notre master qu'on va sauver le monde, mais on se dit qu'on n'est pas tout seul et je pense que c'est important pour garder le moral, quoi. Bonjour Marie, Vinciane, Corentin et Marin. Vous faites partie des initiateurs du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Comment est né ce manifeste et quelle était l'intention de départ ? Alors initialement, on n'avait pas forcément l'idée d'écrire un manifeste. On était juste des étudiants qui étions assez préoccupés par les questions environnementales et sociétales de manière plus générale, les inégalités, tout ce qu'on pouvait lire sur les crises écologiques qui étaient en cours. Et on s'est réunis à plusieurs pour en parler parce que c'était un peu peut-être un fardeau qu'on portait individuellement et on s'est dit parlons-en, regroupons-nous. Et c'est en étant donc dans une salle avec environ 25 étudiants qui venaient de plein d'écoles, d'universités différentes, qui la plupart faisaient partie d'associations écologiques, on va dire écologistes, que on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous conscients de ça. Et c'est là où on a lancé plusieurs idées et puis le manifeste est ressorti comme étant une bonne idée pour exprimer ce qu'on pensait. Et déjà de se mettre tous d'accord sur un texte qui exprime les causes de notre inquiétude et un peu la direction dans laquelle on voulait aller collectivement. Et on s'est dit que c'était un bon point de départ pour ensuite avancer. On voyait autour de nous des étudiants qui étaient préoccupés par ces sujets environnementaux et qui savaient pas trop comment gérer ça, quoi en faire dans leur vie personnelle, mais surtout dans leur vie professionnelle. Et l'idée, c'était aussi d'adresser un message aux étudiants, que les étudiants se rendent compte qu'ils sont pas seuls et de se rendre compte qu'ils étaient nombreux et aussi de
faire naître un peu le débat au sein des étudiants qui pensaient pas forcément. Donc, il y a vraiment une idée de créer du débat au sein des étudiants. Donc, à la fois de faire sentir aux étudiants qu'il y a voilà, des préoccupations qui les unissent et en même temps s'adresser au monde du travail. Ouais, en même temps s'adresser au monde du travail et porter la voix de ces étudiants qui étaient qui sont du coup pas seuls et dont on fait partie, pour que les entreprises, entre autres, mais les politiques aussi se rendent compte que ces préoccupations sont super importantes pour notre génération. Comment est-ce que cette conscience des différents niveaux de catastrophe du monde, elle est venue à vous? Est-ce qu'il y a eu des moments, individuellement, est-ce qu'il y a eu des moments un peu charnières où vous avez l'impression que ça a été un peu crescendo? Alors du coup, moi j'avais passé pas mal de temps dans mon asso écolo à l'X à organiser des conférences. Et au fur et à mesure des conférences et puis du coup de la culture personnelle qui allait avec, j'ai vite commencé à comprendre pas mal de choses. Et en fait, la plus grande frustration, c'est de me dire mais en fait, on nous le dit pas, quoi. Enfin, j'ai envie que tout le monde à l'X soit au courant et qu'on fasse quelque chose à ce propos ensemble, quoi. Enfin, juste, j'ai pas envie de le savoir tout seul, quoi. Enfin, le manifeste avait aussi ce rôle-là de dire prenez le temps de signer, prenez le temps de vous informer et c'est aussi pour ça qu'on pousse le sujet de l'enseignement supérieur maintenant, parce qu'on se dit cette conscience-là, faut à un moment que tout le monde l'ait de manière basique, quoi. Pour ma part aussi, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en détail à ces questions en arrivant dans l'association de développement durable de mon campus. C'est vrai que quand on commence un peu à creuser le sujet, on découvre beaucoup de choses. On se rend compte qu'avant, on s'est pas posé assez de questions. Et c'est vrai que parallèlement, le cursus qu'on a suivi n'a peut-être pas suffi à nous faire nous questionner sur le sujet. C'est avec la jeunesse du manifeste, l'écriture du texte, que je me suis plongée dans la synthèse du rapport du GIEC et dans toutes ces choses-là un peu concrètes et rigoureuses. Et c'est en faisant ça que je me suis dit ah merde, il faut heureusement qu'on fait ce qu'on fait parce que c'est vraiment horrible. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas eu de gros déclic, de basculement, que ça s'est fait progressivement. Enfin, je dirais que ma dernière année d'études a été quand même importante parce que elle m'a permis de mettre un peu en lien toutes les problématiques et de voir l'aspect systémique des enjeux de notre siècle, quoi. Là où peut-être avant j'avais plus une vision partielle de ce qu'est l'écologie, protéger la planète. Là, j'ai réussi à faire le lien avec le système économique, les choix politiques et c'est ça du coup qui a été un peu le déclic pour moi de compréhension du monde. Jusqu'ici, on voyait beaucoup de jeunes cadres qui ont fait des grandes écoles, voilà, peu importe le parcours, mais qui arrivent plutôt dans la trentaine ou même dans la quarantaine et après avoir fait un début de carrière ambitieux, avoir un bon salaire, etc. Et à 30, 35, 40, qu'importe, avoir ce moment de crise de sens et à se dire à quoi ça rime. Cette étape-là, elle est zappée. Vous essayez même pas d'aller travailler dans une grosse boîte et vous voulez pas vous prêter à ce jeu-là directement, quoi. Enfin, juste, je réagis, hein, c'est marrant, je parlais avant-hier avec une pote, qui me disait, ouais, c'est marrant, on fait notre crise de la quarantaine à 20 ans. Ouais. Du coup, enfin, ouais, c'est ce que tu dis. Après, on n'a pas le temps. Hein. Ouais, on n'a pas forcément le temps d'attendre. Juste un tout petit mot. Moi, ça me fait rire aussi parce que une association étudiante de laquelle je fais partie avait pour slogan, donc ça s'appelait le Noise. C'est le Noise, c'est pour éviter la crise de la quarantaine. Et justement, c'est ça, c'est dire on a toutes les infos maintenant pour être conscient des choses et donc n'attendons pas d'être en crise de sens pour essayer de bouger les lignes. Vous dites dans le manifeste être convaincu que ce sombre tableau n'est pas une fatalité. Où est-ce que vous voyez l'espoir du changement? En gros, il y a différents degrés et ça peut être plus ou moins pire déjà. Déjà, on peut le rendre moins pire. C'est quand même infiniment plus motivant de se dire que c'est pas une fatalité. Une transition de phase, ça se fait très très vite, quoi. Et je pense qu'il y a aussi le fait que on parle, je pense qu'à ce moment-là, dans le texte, on parle beaucoup de système économique, de surconsommation, sans doute. Ouais. Je pense qu'il y a aussi l'idée que on grandit dans ce système économique. Enfin, on a grandi dedans et on a l'impression que
que c'est la seule hypothèse viable. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qu'on nous vend et que ça s'étend dans le monde entier. Et en fait, l'idée, c'était aussi de dire que on peut construire autre chose si on en a envie. Je pense que, l'idée est pas de dire on va éviter le réchauffement climatique si on commence à changer la manière dont on agit, parce que non, le réchauffement climatique il a déjà commencé. On va pas revenir en arrière. Mais par contre, l'idée, c'était surtout de dire qu'on peut construire autre chose. Et est-ce que vous diriez que vous aspirez à une forme de décroissance ou de ralentissement ? Bah, c'est difficile de répondre pour tout le monde. Enfin, à titre personnel, moi, oui. Enfin, ouais, voilà, l'idée que c'est pas une fatalité et que cependant on va pas revenir en arrière, c'est vraiment ça, c'est de dire on est conscient que voilà, tout le système économique actuel a aussi apporté beaucoup d'améliorations, et l'idée c'est pas de cracher là-dessus, c'est de dire on a un recul sur ce qui s'est passé, une compréhension de ce qui s'est passé, pour être capable de dire qu'est-ce qu'on veut en garder et sur quoi on est prêt à faire une croix. Et donc du coup c'est ça pour moi la question du ralentissement, c'est dire on a acquis beaucoup de choses, les infrastructures de notre pays sont construites, plein de choses comme ça, on a acquis une sécurité alimentaire, et du coup pourquoi vouloir toujours aller plus loin, pourquoi vouloir s'acharner à créer des activités qui sont finalement délétères pour les ressources naturelles et qui nous apportent pas plus de bien-être. Voilà, pourquoi vouloir travailler 10 heures par jour pour faire quelque chose finalement qui est pas forcément très utile. Ce qu'on dit exactement dans le texte, c'est la société que nous voulons n'est pas une société plus dure, plus triste de privation subie. C'est une société plus sereine, plus agréable, de ralentissement choisi. En effet, le ralentissement des destructions causées par notre modèle économique n'est pas incompatible avec le bien-être humain, au contraire. Donc, on préfère utiliser le mot ralentissement que décroissance. Et ralentissement des destructions causées par notre modèle. Ensuite, à voir ce que ça veut dire en termes de PUB, finalement. Enfin, en tout cas, pour moi, peu importe. Quand vous avez lancé le manifeste, donc qui a été initié plutôt par des grandes écoles, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait des réfractaires, des gens ou des étudiants qui n'étaient pas sensibles à ces sujets, qui avaient d'autres priorités, quoi? Alors, il y a toujours quand même quelques étudiants qui sont pas trop sensibles à ça. Ils restent assez marginaux. Le point un peu plus clivant, par contre, c'était le degré d'engagement. Ça fait pas mal l'objet de débats, de savoir à quel point on devrait s'opposer au système et au modèle actuel, et à quel point on devait faire des concessions là-dessus, le modifier sans s'y opposer totalement, en fait. Mais en fait, c'est sûr que je pense que ça fait peur à pas mal de gens, ce côté changer le système économique, parce que c'est texto dans le manifeste, c'est ce qu'il y a écrit. Et autant j'ai parlé avec personne qui m'a dit, après dans mes proches, de mes camarades de promotion, personne m'a dit on s'en fout de l'environnement. Personne dit ça. Par contre, on m'a dit j'ai pas signé le texte parce que c'est un engagement super fort, et j'ai peur de pas y arriver, de pas le tenir. Et le côté choisir son prochain employeur en fonction de sur ces aspects environnementaux, et le côté s'engager à changer le système économique, c'est plus que ça fait peur et que c'est ambitieux, mais on m'a jamais dit frontalement qu'on n'était pas d'accord, en fait. Je pense aussi qu'il y a plusieurs il y a de plus en plus de gens, et tu parlais tout à l'heure on ne peut pas parler de crise de la quarantaine, et je pense que dans notre génération, pas seulement au sujet de l'environnement, il y a de plus en plus le besoin d'avoir un sens dans sa vie professionnelle, et pas seulement une sécurité financière ou quoi que ce soit. Et c'est de plus en plus important pour plein de monde. Après, il y a quand même plein de gens qui vont être très d'accord sur le fait qu'il faut préserver l'environnement, etc. Et qui pour autant vont pas se questionner profondément le sens de leur travail. Ouais, il y a ce côté, il y a des gens qui vont pas faire l'effort d'avoir la prise de conscience. Ça, il y en a. Oui, pour ajouter un élément, je pense aussi que cette notion de prise de conscience, on la voit assez fortement à travers le manifeste, mais il faut dire aussi que certainement les étudiants les plus sensibles à ces questions et qui vont être susceptibles de le signer, ça va être aussi des étudiants qui sont dans un milieu
assez favorisé, c'est sûr, et qu'on peut pas non plus se permettre de se poser ce genre de questions dans tous les milieux sociaux. C'est quoi la suite du coup du manifeste? Là, il y a eu, quoi, vous m'avez dit 26 000 signatures en France. Comment vous enchaînez avec une autre étape et comment transformer cet élan super enthousiaste en action? Du coup, notre rôle principal, et ça rejoint un peu la question juste avant, c'est d'occuper le débat public avec ces questionnements-là, ce qui permet aussi, d'accompagner n'importe qui dans sa crise de la quarantaine, c'est-à-dire, si tu vois des gens qui collectivement s'expriment sur le sujet, c'est beaucoup plus facile que quand c'est juste dans ta tête, et donc à la fois chez les étudiants et à la fois chez d'autres gens, se dire, en fait, la question existe et c'est normal que je me la pose. En parallèle, on travaille, du coup, sur le fait d'aller présenter le manifeste aux entreprises, et structures qui pourraient nous employer. Le message qu'on fait passer, c'est regardez, on existe. C'est une tendance de fond, c'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui signent un texte. Il y a plein d'éléments qui montrent que c'est un truc qui va grandir au fur et à mesure, parce qu'il y a des assos motivés dans toutes ces écoles-là qui font passer des messages, parce que finalement c'est assez évident de se poser ces questions-là à un moment donné, et donc leur faire valoir le fait que niveau emploi, ils risquent d'avoir des problèmes à un moment. Et c'est un vrai truc. Beaucoup de grosses boîtes ont des problèmes à la fois de recrutement et de turnover, et potentiellement aussi de productivité, motivation au boulot, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et enfin, on travaille sur l'enseignement supérieur, mais je vais laisser Vinciane en parler. Et du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, quand tu nous demandais comment on avait commencé à s'intéresser à ces questions-là, globalement, ce qui est ressorti, c'est que on n'avait jamais été formé à ces questions-là, alors qu'on sait que que c'est déjà un enjeu fondamental de notre siècle et sans doute des siècles à venir. Et du coup, on travaille sur l'enseignement supérieur dans l'idée que chaque étudiant, en sortant d'une formation d'enseignement supérieur, doit avoir un socle de connaissances basiques pour comprendre les enjeux environnementaux. Concrètement, on veut accompagner les étudiants qui veulent faire du lobbying au sein de leur administration pour demander à ce que les cours changent. On travaille avec d'autres assos sur des documents un peu clés en main pour aider les étudiants à se mobiliser et à faire changer les établissements. Et ça serait quoi les conditions qui feraient que vous verriez aller travailler dans telle ou telle entreprise? À titre du manifeste, du coup, on est encore en train de construire un peu ce vers quoi, ce qu'on a, notre discours là-dessus. Ce qu'on dit dans le texte est assez général, mettre ça au cœur de la stratégie, à voir ce que ça donne derrière. On commence à avoir une petite liste de choses qui nous paraissent intéressantes, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui ont réfléchi à ces sujets-là avant nous. Et donc, il y a clairement des choses qui sont... si vraiment on prend la transition écologique au sérieux, trucs qui sont évidents à faire dans toutes les entreprises, donc on peut légitimement demander. Ensuite, il y a différents degrés de radicalité, donc à voir aussi, puisque notre but est d'être suivi, donc à quel point on s'implique là-dessus. Alors moi, je dirais que à titre personnel, j'aimerais que la structure dans laquelle je travaille ait un objectif, une finalité qui soit plus de l'ordre social qu'économique. Et je me rends compte encore que là dans notre école, j'ai vu dernièrement que ils voulaient par exemple augmenter le nombre de diplômés qui lançaient des startups, le faire passer, je sais plus, il me semble de 3 à 10%. Et c'est vrai que c'est un objectif qui me semble quand même assez vain en lui-même. Récemment, on a parlé beaucoup avec la loi Pacte de l'objet social de l'entreprise. Et je pense que on est assez nombreux à avoir envie que, en fait, l'entreprise dans laquelle on travaille, si on travaille en entreprise, ait un objet social et que, tout simplement, qu'il y ait une finalité, une réelle finalité à l'entreprise, et qu'elle soit pas, que cette finalité soit déjà louable, qu'elle soit pas outrepassée par des finalités à court terme, financières ou autres.
Comment, c'est quoi votre vision de l'avenir? Toutes ces problématiques écologiques, ça vient quand même bouleverser pas mal de choses quand on se projette dans le futur. Et enfin, moi, je me dis souvent que si j'avais pris conscience de tout ça quand j'étais étudiante, il y a une dizaine d'années, j'aurais probablement eu une vie assez différente ou j'aurais fait des choix différents. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans un avenir plus ou moins loin? De décrire ce texte et de mettre noir sur blanc les choses qui posent problème, ça permet de pas les oublier et de dire bah voilà, ce texte il peut aussi être un peu une feuille de route qu'on garde à côté de nous, et au fur et à mesure qu'on avance, sans forcément réussir à se projeter à 10 ans, 15 ans, 20 ans, au fur et à mesure qu'on avance, se dire ok, est-ce que je suis toujours en phase avec ces constats que j'ai faits et est-ce que je suis pas en train de refermer les yeux tranquillement. Moi, j'ai remis pas mal de choses en question, justement, au moment du lancement du manifeste. Enfin, pendant l'été, je faisais de l'informatique quantique, pour dire toute ma vie. Et donc, des trucs très physique fondamentale, progrès technique, mais très, pointu technologiquement. Enfin, intellectuellement, je trouvais ça assez fascinant. Et j'avais pas trop envie d'abandonner cet aspect intellectuellement fascinant. Mais c'est vrai que, le rôle de l'ordinateur quantique dans la transition écologique est pas évident, quoi. C'est pour ça que je te disais que j'allais faire mon stage en irrigation de pommiers. Enfin, je pense qu'il y a de grosses choses à faire en termes d'agronomie. Il y a pas forcément des disruptions technologiques, mais il y a, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est aussi un moyen de retomber sur ses pattes en cas de trop gros problèmes. Ouais, je pense qu'à défaut d'arriver à se projeter, déjà questionner l'ensemble de ses choix, c'est pas mal comme première étape. Enfin, j'ajouterais que si on parle de système instable, etc., le fait de se projeter à 10 ans est pas très utile, quoi, parce que c'est très difficile de savoir dans quelle direction les choses vont partir. Donc, autant se donner des principes, des directions, voir des manières d'être un peu plus résilient, disons, personnellement. C'est un autre sujet, mais qu'est-ce que vous pensez à titre personnel, encore une fois, des mouvements qui prônent vraiment la désobéissance, comme Extinction Rebellion, Deep Green Resistance, si vous voyez ce que c'est, des mouvements qui sont plus, qui sont assez radicaux dans leur constat et dans leur approche de dire, maintenant il faut les pétitions, les manifestes, les grèves, ça suffit pas et il faut renverser le système, quoi. Est-ce que vous avez une opinion chacun? Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait beaucoup de moyens d'action différents qui existent. En fin de compte, on est pas mal à avoir fait les mêmes constats, que ça va pas et qu'il faut changer les choses, à vouloir aller vers une direction commune, même si on n'a pas forcément un objectif très précis. Et du coup, je trouve ça toujours dommage qu'il y ait des conflits entre personnes qui disent bah non, il faut plutôt changer les choses de l'intérieur, ou bah non, il faut plutôt boycotter ou poser des bombes. Enfin, l'objectif c'est pas de se battre sur les moyens d'action, c'est plus de savoir qu'on veut arriver au même endroit et que finalement les moyens sont complémentaires. Et du coup, je pense que parmi les signataires du manifeste, il y a des gens qui font des actions de désobéissance civile, il y a peut-être des gens qui aussi font des actions plus violentes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'en feront jamais. Et je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse. Enfin, moi, je suis très contente qu'il y ait tous ces moyens-là d'action qui existent, et pour moi, ils sont nécessaires. Bonjour Marion et Clémence, vous êtes toutes les deux copilotes du projet de rapport Mobiliser l'enseignement supérieur pour la transition énergétique que vous faites dans le cadre du Shift Project. Quel était l'objectif premier de cette étude ? L'objectif de l'étude, c'est d'abord de faire un état des lieux de la façon dont les enjeux liés au climat et à la transition sont pris en compte aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On est allé interroger pas mal de parties prenantes de l'enseignement supérieur, donc aussi bien des directions d'établissement que des enseignants-chercheurs, des associations étudiantes, des institutionnels, pour connaître un petit peu leurs perspectives sur la prise en compte de ces enjeux. Et en fait, l'idée, c'est de donner des pistes de réflexion à tous ces acteurs pour faire progresser la question de la transition et du climat dans le supérieur aujourd'hui et initier une dynamique.
C'est une question un peu évidente, mais pourquoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui d'intégrer ces enjeux liés à l'énergie et au climat dans l'enseignement, et donc en l'occurrence dans l'enseignement supérieur? Alors aujourd'hui, tout le monde est globalement d'accord pour dire qu'on est dans une situation de crise qui met notre civilisation en péril. Donc l'enseignement supérieur et l'enseignement en général aussi doit désormais s'adapter et dépasser le simple rôle qu'elle a tendance à se donner de rendre des étudiants employables pour simplement les mettre sur le marché du travail, mais produire une population qui doit être au service d'un projet de société et qui doit donc répondre à ces défis. Ça concerne tout le monde. Les futurs décideurs politiques et économiques, en premier lieu, doivent prendre toutes leurs décisions en accord avec les objectifs de transition et les objectifs climatiques que s'est fixé la France. Tous les secteurs sont concernés. Donc nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est qu'il faut dépasser l'approche métier vert, formation dédiée à l'environnement, mais que vraiment tous les secteurs doivent être formés, informés, éduqués à ces sujets-là. Doivent savoir quel rôle ils ont à jouer dans cette transition. On considère que tout individu, comme citoyen, est un électeur, est un potentiel parent qui va devoir éduquer des gens, éventuellement un enseignant, un élu, pourquoi pas un journaliste, donc qui va avoir une influence et va partager des idées. Il doit être éduqué à ces questions pour pouvoir jouer son rôle aussi et informer sur ce sujet-là. Et le supérieur, nous on considère que c'est un moment privilégié pour parler de ce sujet-là, donc au-delà dépasser la question de la sensibilisation simplement, mais vraiment mettre en perspective l'emploi futur de l'étudiant avec les enjeux de transition, donc le rôle qu'il va avoir à jouer de par sa trajectoire professionnelle dans le projet de transition énergétique et climatique. Et donc en fait c'est aussi dans ce sens que vont les conclusions du plan de programmation de l'emploi et des compétences qui a été publié par du coup la commission de Laurence Parisot il y a quelques jours, qui rejoint nos conclusions en fait sur la nécessité de former de manière beaucoup plus transversale dans l'approche et de former tout le monde à la transition énergétique et d'avoir plus d'interdisciplinarité dans cette approche et voilà, impliquer aussi la formation continue, etc. Actuellement, c'est quoi le niveau d'intégration de ces enjeux dans l'enseignement? Alors, il faut distinguer les formations spécialisées des formations généralistes. Aujourd'hui, il y a une offre de formation spécialisée en environnement qui est très très riche en France. Selon les derniers chiffres dont on dispose, qui datent de 2015, il y avait 1168 diplômes environnementaux recensés. Donc, ça représente quand même... c'est une offre qui est assez importante. Mais à côté de ça, dans les formations généralistes, les enjeux liés à l'environnement et au climat sont généralement peu pris en compte. Les modules qui sont consacrés à ces questions sont souvent peu valorisés dans les maquettes pédagogiques, ont des contenus et des qualités qui sont assez variables. Ils font pas forcément l'objet d'une évaluation ou de l'acquisition de crédits ECTS. Pourtant, on peut le voir, particulièrement en ce moment, que les étudiants ont l'air vraiment en demande et sensibles et souhaitent avoir plus d'enseignements liés à ces thèmes. On voit aussi qu'il y a pas mal d'associations d'étudiants spécialisés sur les questions d'écologie. Du coup, c'est un peu un paradoxe que les maquettes pédagogiques n'évoluent pas en fonction. Alors effectivement, les étudiants se mobilisent beaucoup aujourd'hui. Après, pas tous, il y en a beaucoup, mais c'est aussi un effet de masse. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont pas très impliqués sur ces questions-là, ou pour qui c'est pas un intérêt, un choix stratégique. Donc ça relève encore un peu du militantisme, de demander des formations ou des cours sur les questions de transition énergétique et climatique. Notamment parce que le sujet manque encore de crédibilité dans les formations qui sont pas, donc comme le disait Marion, dédiées aux questions environnementales. Notamment des cours par exemple trop vastes ou qui manquent de rigueur, qui n'ont pas forcément beaucoup de crédibilité, des filières qui sont pas très prestigieuses. Voilà, donc c'est pas forcément un intérêt stratégique pour les étudiants de se former à des sujets et de suivre des cours qui sont souvent considérés comme un bobo ou un peu hippie. Tous ces enjeux liés au climat et à l'énergie, ils traversent toutes les disciplines et un peu tous les champs de la société, donc ils sont par définition interdisciplinaires. C'est une difficulté supplémentaire, j'imagine, pour les intégrer dans un système éducatif en France. Enfin, je sais pas trop comment c'est à l'étranger, mais en tout cas en France, c'est très conçu en silo, quoi. Bah oui, c'est vrai que l'enseignement supérieur, le système de l'enseignement supérieur en France, il est caractérisé par un cloisonnement important entre les disciplines, alors que les sujets de transition et climat, c'est des sujets qui sont par définition interdisciplinaires et il faut une approche globale pour bien les traiter. Le système français est fortement cloisonné par discipline et ça, c'est un problème pour l'enseignement des questions de transition.
Mais en dépit de ces obstacles, il existe aujourd'hui une communauté d'enseignants-chercheurs qui sont convaincus, qui sont militants. Ils sont peut-être peu visibles et c'est une communauté qui est fragmentée, mais au sein de leur discipline, tous ces enseignants-chercheurs arrivent à rattacher le sujet du climat et de la transition à leur discipline d'expertise. On peut citer, je sais pas, par exemple, une enseignante en thermique qui va inclure le sujet climat dans son cours, ou je sais pas, un enseignant en finance qui va parler à ses élèves du risque climat dans les décisions d'investissement. Enfin voilà, des enseignants qui arrivent à rattacher le sujet de la transition à leur discipline. Un des problèmes qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, cette communauté, il y a beaucoup d'enseignants qui sont motivés et qui sont militants, mais la communauté est aujourd'hui très fragmentée et invisible, et on nous a beaucoup fait remonter le besoin de mettre en place une plateforme qui permette le partage d'expériences et le partage de supports pédagogiques, parce que les enseignants qui sont sensibles à ces thématiques se sentent souvent confrontés à une certaine solitude, peuvent se sentir démunis et pas forcément valorisés dans leur démarche et pas encouragés par le système. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait une réflexion pour créer cette plateforme qui permettrait aux enseignants motivés de partager leurs expériences, de partager leurs ressources pédagogiques. Il y a également un autre problème qui peut se poser, c'est celui de la sensibilisation des enseignants qui sont pas formés et qui sont pas sensibles à ces thématiques, pour que ceux-là ensuite fassent la même chose que les autres qui sont déjà mobilisés sur le sujet. Quelles sont les pistes de réflexion que vous avez pu soulever pour faire bouger les lignes et avancer ces thématiques? Alors dans les pistes de réflexion, faut déjà noter que donc ce qu'on a découvert petit à petit et c'est devenu vraiment inéluctable, c'est que le supérieur, c'est vraiment un univers très très complexe, avec beaucoup d'acteurs différents, des rapports de force qui sont vraiment pas évidents, et donc voilà, donc c'est pas un processus qui est très simple de débloquer, contrairement à l'éducation nationale par exemple, où les programmes sont conçus au niveau de l'État et donc après sont appliqués sur l'ensemble du territoire. Au niveau du supérieur, c'est chaque établissement qui fait un peu comme il veut, avec quelques éléments de cadrage qui sont définis par l'État, mais globalement il y a énormément d'autonomie des établissements. Et donc, il y a plusieurs leviers pour faire effectivement, donc on a identifié pour faire bouger les choses, sans qu'il y en ait un qui soit forcément décisif. On considère qu'a priori, il faut vraiment arriver à jouer sur tous les leviers en même temps. Ils ont tendance un peu à se renvoyer la balle, d'ailleurs, ces acteurs, donc c'est important de tous les identifier et voilà, et les responsabiliser dans le même temps. Donc les entreprises, par exemple, sont souvent avancées comme un peu responsables de ce manque de formation ou de cours sur les enjeux liés à la transition, notamment dans des filières qui sont pas dédiées à l'environnement, puisque elles recrutent des employés dans les emplois verts, disons, directement concernés, mais pour les cadres qui ne sont pas spécialisés, elles vont pas rechercher dans leurs critères de recrutement une formation ou des connaissances sur la transition et sur les enjeux liés à la transition. Les entreprises qui sont effectivement, leur objectif, c'est quand même d'abord de faire du profit, donc on peut difficilement les en blâmer. C'est pour ça que nous on a aussi identifié le rôle de l'État, même si celui-ci a tendance à à traditionnellement laisser de plus en plus d'autonomie aux établissements du supérieur. Ça pose quand même la question de son rôle au niveau national pour que les entreprises se sentent davantage concernées par la transition et qu'elles recrutent en ce sens. Donc ça implique de créer un cadre qui simplement les contraint davantage à intégrer dans leurs activités en général les questions de transition. L'État a aussi un rôle à jouer dans la mise à l'agenda du sujet de la formation, d'adapter la formation de l'enseignement supérieur à la transition. Il le fait déjà un petit peu pour l'éducation nationale, mais ça n'a pas encore été initié pour l'enseignement supérieur. Donc simplement pour parler du sujet et le mettre sur la table. C'est aussi le rôle de l'État de mettre à disposition des moyens pour faire évoluer la question, notamment des moyens dans la recherche ou des moyens, comme on l'a vu avec ce dont Marion parlait, des moyens réglementaires pour créer un cadre simplement disciplinaire, universitaire, qui favorise la transversalité et l'interdisciplinarité, mais aussi simplement l'enseignement. Aujourd'hui, c'est les activités d'enseignement sont pas valorisées pour les enseignants. Un enseignant va avoir intérêt à se dédier un maximum, en tout cas un enseignant-chercheur, à la recherche, mais les activités strictement d'éducation et d'enseignement sont pas valorisées. Donc c'est aussi quelque chose qui a été identifié comme devant ou qui pourrait évoluer. L'État peut aussi jouer un rôle, par exemple, avec la formation des fonctionnaires. Aujourd'hui, les questions de transition sont très peu présentes dans les formations de fonctionnaires. Or, il y a plus de 5 millions de fonctionnaires en France, donc ça peut déjà être le moyen de commencer à inviter les établissements du supérieur qui offrent des formations initiales et continues à présenter le sujet
et montrer que les agents de l'État doivent être formés à ces enjeux pour pouvoir, à leur échelle, chacun dans son rôle, mettre en œuvre la transition qui a été programmée. L'État peut aussi jouer un rôle à travers les organismes d'accréditation et d'évaluation des formations, qui est aussi un outil dont il dispose. Et il intervient aussi dans les conseils d'administration des établissements, où même si c'est seulement un des membres du conseil d'administration, ils peuvent quand même influencer le contenu des formations et l'orientation des établissements. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de leviers du côté des institutions nationales. Et du côté de l'État, du coup, ce serait qui pourrait... Oui, c'est vrai qu'on dit l'État en général. C'est essentiellement, nous on regrette le manque d'implication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup à la recherche, mais finalement assez peu à l'enseignement supérieur, et donc qui pourrait davantage s'impliquer, donc au-delà de simplement créer le cadre national des formations, mais essayer d'orienter un petit peu plus le contenu des formations, sans forcément trop s'immiscer pour que ça devienne problématique et un peu trop sensible pour les établissements, mais pour essayer de donner quand même quelques orientations et quelques indications aux directions d'établissements. Après, il y a les ministères de tutelle aussi qui peuvent jouer un rôle, puisqu'il y a un certain nombre d'établissements et de formations qui sont sous la tutelle d'autres ministères, comme le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui peuvent aussi accompagner le mouvement, dont certains le font déjà d'ailleurs, ce qui montre que c'est possible. Il y a aussi les classements et labels qui pourraient évoluer pour prendre en compte davantage les critères liés à la transition. Les classements sont très regardés par les établissements et aussi beaucoup par les étudiants qui regardent les classements faits par des institutions ou des acteurs privés qui souvent ne donnent que peu de place aux questions de prise en compte des grands enjeux sociétaux ou de transition dans les formations lorsqu'ils notent les établissements. Et les classements, donc tu veux dire les classements par exemple de magazines ou... Oui, c'est ça. Ouais. Les plus connus, il y en a au niveau français, il y en a au niveau international, qui peuvent aussi faire évoluer leurs critères. Ah ouais, ça serait assez impactant pour le coup que ça. C'est assez impactant et on voit que ça commence déjà à évoluer. Certains commencent à mettre ce critère-là dans leur liste de critères qu'ils regardent. Ce qui manque encore, c'est la pondération. On est encore à 2-3% de pondération pour ces sujets-là, ce qui, quand on compare à d'autres critères comme le niveau de rémunération à la sortie, on n'est pas encore les dimensions sont pas encore présentes. Il y a par exemple l'exemple du classement du Financial Times sur les MBAs, qui est un classement très suivi, qui a récemment intégré le critère RSE dans les critères concernés, dans les critères d'évaluation. Et ce critère a une pondération de 3%. Donc c'est quand même, ça avance, mais timidement, et on peut questionner la prise en compte crédible de ce critère avec une pondération si faible par les établissements. C'est quoi votre sentiment sur est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur le fait que les choses puissent arriver à bouger, ou est-ce que au contraire vous avez pu constater que c'est quand même une énorme machine avec des rouages très complexes? On peut dire plusieurs choses. On a des raisons d'être optimiste parce qu'on a réussi à identifier ces leviers pour faire bouger les choses. Donc c'est quand même il y a des possibilités de solutions. On a identifié les acteurs qui peuvent faire des choses. On voit qu'il y a des tas d'acteurs qui se mobilisent, des tas de gens, des étudiants, des enseignants, des directions d'établissements aussi. Il y en a quand même quelques-unes qui font des choses très intéressantes, qui sont assez moteurs. Donc on a vraiment des raisons d'espérer. Nous, ce qui peut éventuellement nuancer cet optimisme, c'est de voir que ces acteurs ont tendance à se déresponsabiliser, à attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas, qui attendent, les directions ont tendance à attendre que on leur donne de bonnes raisons de commencer à s'intéresser à ces sujets-là, pour que ça devienne un enjeu stratégique pour eux. Les entreprises attendent aussi simplement que le marché soit prêt et leur demande de recruter en ce sens. L'État considère aujourd'hui, en tout cas le ministère de l'Enseignement supérieur, que c'est pas à lui de s'occuper du contenu des formations, donc il est plutôt dans une attitude de laisser faire. Donc ils sont un peu tous dans l'expectative. On voit que les enseignants sont vraiment en demande d'accompagnement et d'encouragement des établissements, mais aussi de l'État, des institutions, pour les encourager dans leur démarche. Les étudiants, clairement, se mobilisent de plus en plus. Mais il faut vraiment arriver à dépasser ce stade pour que chaque acteur qui est légitime pour le faire se mobilise, parce qu'on a tendance à vraiment se féliciter de la mobilisation des étudiants, et on s'en félicite aussi, ou en tout cas on les félicite, mais le fait que les étudiants se mobilisent aujourd'hui
et commencent à décider de prendre en charge le contenu de leur formation, pour nous, c'est aussi encourageant qu'alarmant. C'est qu'on peut pas et on ne doit pas attendre des étudiants qui prennent en main leur formation. Ils sont pas censés savoir ce qu'on doit leur enseigner. Donc on a des exemples d'établissements qui sont et de directions d'établissements qui sont très contents d'eux parce qu'ils ont accepté d'allouer des heures à leurs étudiants pour donner un cours à leurs étudiants, pas à des enseignants. Et c'est des étudiants, on a vu la trame de leur cours, il y a quelque chose, mais ils savent pas ce qu'il faut enseigner, donc il faut vraiment avoir recours à des professionnels, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait de la rigueur scientifique derrière cette démarche. Donc il faut vraiment que ce soit les personnes qui ont les moyens simplement intellectuels et académiques de se pencher sur la question, de guider leurs étudiants. Les étudiants, ils font la demande et on voit qu'ils se mobilisent, mais il faut qu'il y ait une réponse académique derrière et pas simplement une attente et des félicitations à ces étudiants. Voilà, seulement un peu de bienveillance. Merci beaucoup. Bonjour Solène, Léa et Florian. Vous êtes tous les trois étudiants à Sciences Po et membres du collectif Ville et Décroissance qui a été créé il y a à peu près 1 an environ. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire comment est né le collectif et à quels besoins il répond selon vous? Oui, alors du coup, on a créé le collectif, comme tu l'as dit, il y a 1 an. Ça a émergé d'un petit groupe en fait d'étudiants qui ont constaté que dans notre master, au sein du master donc de Sciences Po, stratégie territoriale et urbaine, on abordait la question de la ville sous un angle très croissanciste en fait, et qui ne remettait pas en cause beaucoup les postulats de base. Et que surtout il y avait un gros manque du côté de l'environnement, et c'est de là qu'on a commencé à penser à peut-être fonder une association pour réfléchir sur ces sujets-là, mais aussi pour discuter en fait avec l'administration d'une possibilité de changer les programmes et d'inclure plus de cours sur ces sujets. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a émergé. Comment vous êtes parvenu au constat qu'il fallait remettre en cause ce paradigme de la croissance? Je pense qu'il y a un effet de génération aussi. Je pense que les gens en parlent de plus en plus autour de nous. Notamment là, ces derniers mois, on voit que ça explose pas mal. Et après, on s'est un peu tous documentés de notre côté, par voilà, les livres, les podcasts, dont le tien, du coup. Et puis on a commencé à en parler autour de nous. Et je pense que c'est comme ça aussi. Au départ, l'association s'est vraiment construite au fur et à mesure. Et c'est aussi en la construisant qu'on s'est construit notre propre conscience. Enfin, personnellement, moi, quand je suis rentré, Décroissance, je savais que ça existait. Et je pense que j'avais déjà une affinité avec l'idée, mais je mettais pas encore beaucoup de sens derrière. Et c'est en rejoignant l'association et en faisant un effort de documentation que j'ai un peu appris ce que c'était et que ça m'a convaincu. Oui, puis il faut préciser qu'on est vraiment dans un master qui étudie les villes, les territoires. Donc les questions de ressources sont extrêmement importantes en fait sur ces thématiques. Et c'est vrai que on sait très bien que on est en train d'épuiser nos ressources, que ça arrive sans doute plus vite qu'on ne le pense. Donc, il faut aussi interroger ce paradoxe de la métropolisation, toujours grandir, avoir des vies toujours plus attractives. Et je pense que c'est aussi une remise en cause de ces principes qui a été à l'origine de l'association. Et concrètement, dans vos cours, à quel point les contenus des cours sont, selon vous, déconnectés des enjeux Moi, je suis en Master 1. Je laisserai peut-être les deux autres répondre pour le Master 2. En Master 1, c'est quand même très déconnecté. En fait, on n'aborde pas du tout, on n'a pas de cours spécifiques aux questions environnementales ou de transition des territoires. On a un cours de gouvernance des villes où il a été question de décroissance. On a eu un cours sur les shrinking cities. Donc ça, c'était super intéressant. Mais c'était la dernière séance d'un des modules en fait de nos enseignements, donc c'est pas très présent au sein des programmes malheureusement. Je pense que, faut peut-être aussi relativiser dans le sens où notre master, c'est aussi un master de politique publique de la ville. Donc en fait, ce qu'on étudie, c'est avant tout comment les politiques elles sont construites, comment elles se font. On a effectivement très peu de contenu théorique. Après là, sur le master 2, on a quand même plus de cours pratiques.
et plus sur des sujets précis. Et c'est là qu'on voit que, c'est assez déconnecté quand on parle, par exemple, on a un cours sur l'énergie. Quand on voit qu'on nous parle de transition énergétique et on creuse très peu les sujets, en fait, et qu'on reste sur des grandes orientations de transition vers les énergies renouvelables, par exemple, mais sans vraiment questionner si c'est vraiment le meilleur, la meilleure voie, et sans jamais se dire qu'il y a aussi une autre voie possible qui est de sobriété et de décroissance, en fait. Là-dessus. Puis il y a aussi le cours d'économie qui est très axé sur les modèles classiques néolibéraux. Enfin, c'est très ancré dans ces cours-là. Vous avez nommé le collectif Ville et Décroissance, qui est un choix assez fort. Comment ça a été reçu parmi les autres étudiants, d'une part, et parmi l'administration ou les profs, les responsables pédagogiques? Parmi les étudiants, je pense que notre promo est assez particulière parce que je pense qu'on a globalement été assez bien reçus. Surtout qu'en fait, on venait pas à tout dynamiter non plus. On venait là pour proposer des choses. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que on veut aussi intégrer dans la maquette pédagogique plus ces questions-là. Mais derrière nous aussi, on vient en tant que collectif apporter des connaissances via des conférences, via des ateliers lecture. Donc on est là aussi pour fournir ce qu'il n'y a pas forcément dedans. Sur l'administration, c'est un peu ambivalent, quoi. Bien sûr, ils sont contents en fait qu'on apporte aussi des éléments. Après, forcément, on vient aussi se poser un peu en opposition à leur programme et du coup, il peut y avoir des tensions parfois, quoi. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le mot décroissance, on nous a souvent renvoyé le fait que c'était très idéologique. Et du coup, ça montre qu'il y a peut-être un manque de réflexivité par rapport à ce qui nous est enseigné, qui est aussi idéologique en fait. Et donc, on a utilisé des décroissances pour effectivement interpeller. On n'est pas tous convaincus par la décroissance. Et il y a plusieurs façons de décroître. Et c'est plus une façon de questionner la croissance en fait qu'on voulait faire. Mais en tout cas, on nous a quand même un peu reproché d'être trop radicaux par certains moments et d'être trop dogmatique, quoi. Il y a aussi des élèves à qui le mot décroissance pose problème au sein de mes promos. Je sais que plusieurs m'ont dit mais c'est dommage que vous appeliez pas ville et transition. Pourquoi ville et décroissance? Du coup, c'est pas du tout la même chose, hein, ça, c'est clair. Mais je sais qu'à certains, ils trouvent ce mot trop excluant peut-être et un peu trop radical à leurs yeux aussi. Concrètement, vous faites des ateliers de lecture, vous organisez des conférences, vous apportez de la matière pédagogique en plus des cours. Ouais, voilà. Notre objectif, il était un peu double à ce niveau-là. C'était nous former nous-mêmes, parce que comme j'ai dit, on savait pas forcément grand-chose en arrivant. On était loin d'être experts. Plus on a fait de recherche, plus on s'est rendu compte qu'on avait du contenu. Donc, on a voulu le partager aussi. Alors, ça passe par des canaux un peu traditionnels, type conférence. Et après, on fait des ateliers lecture où là, l'objectif, c'est vraiment d'être un peu plus horizontal et on décide d'un thème, on fait de l'émulsion de connaissances, quoi, à travers des lectures, tout simplement. Et vous avez fait aussi un petit voyage d'études. On a lancé un peu ce projet de partir à Grande-Synthe parce qu'on voulait étudier les villes en transition et pas juste voir la décroissance depuis chez nous, depuis Paris, mais aussi aller voir directement sur le terrain. Et là, l'objectif, c'était d'aller voir sur le terrain ce qui s'y passait. Donc voilà, on a pu visiter un peu la ville, on a rencontré un peu tous les acteurs, la ville de Grande-Synthe, bien sûr, la maison de l'environnement de Dunkerque et d'autres acteurs un peu impliqués au niveau local sur les thématiques de transition écologique et sociale. Et puis, on a un dernier volet, on va dire, sur le contenu pédagogique et académique. En fait, comme on l'a dit, on aimerait aussi en fait participer à la création de connaissances autour de ces sujets. On a depuis cette année lancé un partenariat avec une association qui s'appelle Urbanistes du Monde et qui chaque année envoie des étudiants en binôme dans des pays étrangers, dans des villes étrangères pour étudier des politiques en fait. Et donc cette année, on leur a proposé un partenariat sur le thème de urgence démographique, urgence écologique, quels urbanismes de transition. Et donc on va se charger aussi avec eux d'envoyer des étudiants, alors nous plutôt dans les villes du Nord et eux plutôt dans les villes du Sud, pour étudier des politiques de transition. Et on espère comme ça avoir des rapports assez concrets, des fiches opérationnelles pour engager quelques politiques. Voilà, et voir ce qui marche et ce qui fonctionne pas.
Ouais, juste un petit rajout par rapport à ce que j'ai dit, c'est que j'ai oublié de préciser, c'est que tous nos événements sont ouverts au-delà du collectif, que ce soit pour Urbanistes du Monde, mais nos ateliers lecture, nos conférences, etc. Tout ça, c'est vraiment dans l'objectif de partager. Et on a aussi, dans cette perspective-là, ouvert un site internet, ce qui permet qu'on fasse des comptes rendus de tous les événements qu'on fait, les conférences même externes auxquelles on va, pour partager au maximum le savoir, quoi. Vous voyez travailler où quand vous aurez terminé vos études? Au sein de l'association, il y a quelques personnes qui essaient peut-être de monter un projet collectif et professionnel pour plus tard, parce que on s'est aussi rendu compte qu'en fait l'offre professionnelle correspondait pas forcément à nos attentes et à là où on avait envie de travailler. Donc il y en a beaucoup qui ont envie de lancer leur propre projet, je pense. Sinon, c'est assez flou encore. C'est assez compliqué. Et puis, moi, je suis qu'en M1, donc j'ai encore le temps de voir venir pour le premier boulot. Je suis large. Mais il y a quand même aussi pas mal, je pense, d'opportunités au sein des collectivités. Même si c'est pas des collectivités qui sont en transition et qui s'affichent comme étant en transition, comme c'est le cas de Grande-Sainte, justement, ça peut être intéressant d'aller travailler en collectivité et de voir comment ça fonctionne, voir si on peut faire bouger certaines choses. Peut-être sur des territoires ruraux aussi. Ouais, exactement. Et ça se retrouve, là, il y en a beaucoup de l'association qui ont commencé leur stage et il y en a pas mal qui sont sur des territoires, alors pas forcément ruraux, mais des villes moyennes ou des territoires en tout cas moins métropolitains. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui manquait au sein du master, c'était qu'on était très tourné vers la métropolisation, les grandes villes ou les villes moyennes européennes, mais qui restent encore des grandes villes. Et donc, je pense que pour beaucoup, l'alternative, elle est dans les, entre guillemets, petits territoires, là où il y a de l'espace, en fait, et un peu moins de densité. Où est-ce que vous voyez l'espoir ? Je pense qu'on est des gens assez favorisés, donc pour nous, ça va certainement bien se passer. Et ce qu'il faut faire, c'est que ça se passe bien pour tout le monde, en fait. C'est surtout ça, pour moi, c'est ça qui m'angoisse le plus, je pense. C'est l'ampleur du défi à relever, quoi. Il y a des phases d'optimisme, des phases de pessimisme. J'espère que on va s'en sortir, mais c'est vrai que la question des inégalités qui pourraient être engendrées par les conditions, enfin voilà, les changements climatiques, éventuellement un éventuel effondrement, c'est des vraies questions. Après, ce qui me donne un peu de courage, c'est de me dire que je pourrais essayer de faire bouger les choses à mon échelle. Bon, c'est une réponse assez classique, mais je pense que c'est vrai pour pas mal de gens. Mais quand je vois tous les étudiants qui se mobilisent actuellement, ça me donne un peu plus d'espoir quand même. Quand je vois tous les étudiants qui veulent faire grève pour le climat les vendredis, ça c'est plutôt un beau message. J'espère qu'il sera entendu. Je sais pas à quel point il le sera malheureusement, mais en tout cas, ça donne envie de se mobiliser avec eux. Ce qui me rend plus positif, c'est finalement c'est ce qu'on a expérimenté nous à travers notre collectif, c'est que on est tous passés un peu par des étapes de déprime par rapport à ces nouvelles-là, mais au final, on s'est mobilisés tous ensemble et on voit que ça prend de plus en plus au-delà de nous et un peu partout. Bon, on n'est pas naïf, on sait bien que c'est pas juste en changeant la maquette pédagogique de notre master qu'on va sauver le monde, mais on se dit qu'on n'est pas tout seul et je pense que c'est important pour garder le moral, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup à Corentin, Vinciane, Marie, Marin, Clémence, Marion, Léa, Solène et Florian. Merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Je vous invite à faire un tour sur le site de Présage pour approfondir les sujets évoqués. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.